Là, on va partir de Rochefort, une auberge de jeunesse qu'on a trouvée hier soir un peu par chance. J'ai bien dormi, on s'est levé assez tôt par contre, enfin, on a été réveillé assez tôt vu qu'on a dormi dans un dortoir avec un autre jeune qui était avec nous. Du coup, on va partir pour Bordeaux avec 150 km de route. Il y a 15 km d'enlevé vu que du coup on est descendu un peu plus bas pour trouver un logement. Et voilà, on a fait 15 km en plus hier soir pour aujourd'hui faire 154 km avec, il me semble, 600 mètres de dénivelé à peu près. Donc une étape assez facile encore aujourd'hui, en espérant que le vent ne soit pas contre moi comme hier. Mais au vu de, comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas trop de vent, donc normalement ça devrait bien se rouler. C'est pas des lol le vent, hein. Putain. C'est vrai que là, il y a au Sable d'Olonne, ce que je disais, il y a le vent de côté ou dans le dos, c'était beaucoup plus facile. Pas de boulangerie à Walou. Ouais, c'est le néant. Ouais. Du coup, je te suis et on va à Grignac, la prochaine arrêt. Grignac. Grézac, excuse-moi. Grézac. Aujourd'hui, j'ai pas mal aux jambes encore en tout cas, donc je suis assez facile. Après, je roule à l'économie pour pas me cramer. Ouais, bah oui. Mais ça tourne bien les jambes en tout cas, donc c'est pas mal. Après, entre Rochefort et ici, tu vois qu'il y a un peu plus de vent. Ouais, il y a du vent, ouais. Il y a du vent, on l'a ressenti, ouais. Bon bah go Grézac alors. Allez, vas-y. Du coup là on s'est arrêté à Grézac après 2 heures de route à peu près pour aller manger un petit truc et avant de repartir pour aller jusque Bordeaux. Là bah, comme vous pouvez le voir il y a plus de vent que ce matin à Rochefort, donc tout de suite sur la route ça s'est fait aussi ressentir, même si ça roule assez bien. Ce qui est top c'est que je suis tout seul sur la route, je prends pas mal de petites routes donc je suis tout seul à rouler, c'est pas du tout dangereux. Et puis surtout c'est très agréable à rouler, je suis proche de la nature. J'essaierai de montrer en photo, mais j'ai pu aussi prendre en photo un bambi et tout, donc c'était assez cool d'être aussi proche. J'ai eu aussi un moment où quand je suis passé, il y a eu plein d'oiseaux qui sont passés juste devant moi. Donc ouais, t'as l'impression d'être un peu tout seul dans la nature, et c'est un peu ce que je recherche aussi à travers ce projet. Il y a une différence je trouve entre voyager de la sorte que je fais aujourd'hui et voyager, partir en vacances et être toujours dans le confort, etc. Là vraiment je suis au plus proche de tout ce qu'il y a de local. Je prends le temps du coup aussi de voir un peu toutes les villes où je passe, même si aujourd'hui avant Bordeaux c'est clairement des bleds un peu enfin très peu popularisés. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de notre pays, je pense. Je commence à avoir pas mal de vignobles aussi qui commencent à arriver. Plus on descend vers Bordeaux, plus il y en a. On va essayer de trouver une petite boulangerie ou un petit truc à manger pour repartir et se requinquer, même si là j'ai pas mal aux jambes. Au niveau des sensations des jambes, ça se passe plutôt bien.
il n'y a pas l'air d'avoir énormément de boutiques. Du coup, bah, on est en train de se balader un peu dans la ville en espérant trouver à manger. Et après, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des maisons, mais sinon, c'est vrai qu'en termes de boutiques, que ce soit à manger ou même boutiques commerciales, vêtements, etc., bah, on n'y trouve pas grand chose pour le moment. Donc, pourtant, on est en semaine, normalement, on va avoir les commerçants devraient ouvrir justement pour faire. Ils sont un peu en pleine saison, quoi, donc ils devraient un peu ouvrir leurs magasins, etc. Mais je pense qu'ils sont ouverts, mais c'est vraiment que je pense que c'est une ville qui a très peu d'attractivité. Donc, mais c'est vrai qu'après, pour rouler, etc., c'est vraiment des routes qui sont au top. Mais par contre, point de vue attractivité, on est un peu à l'opposé des Sables d'Olonne quelques jours au vent. Quelques jours avant. C'est évident. Là, on a réussi à trouver à manger au Super U. On va se faire un bon gros sandwich avec des tomates cerises, tout ça, avec des chips pour bien repartir tout à l'heure. Et là, j'étais en train de leur dire un peu à Dorian et Alexia, parce que je pense qu'ils s'y connaissent pas spécialement en vélo, donc c'est intéressant de le dire. Je parlais du fait qu'on aurait peut-être de la chance de ne pas crever sur les 5000 km, même s'il y a le facteur chance. Comme je l'expliquais, il y a beaucoup de cyclistes, après c'est sur un autre objectif, donc c'est normal de gonfler plus ses pneus quand tu es à la recherche de compétition et de gagner des courses, etc. Mais nous, dans le cadre de mon projet là actuel, on va rarement dépasser les 7 bars pour diminuer le risque justement de crevaison. Et pour tous les cyclistes ou les passionnés de cyclisme qui suivent un peu les courses, dernièrement il y avait eu notamment Paris-Roubaix, etc. Et le champion du monde Mathieu Van Der Poel s'est imposé assez facilement. Il avait 3 barres et demie de gonflage, donc ça montre que il faut prendre en considération aussi beaucoup cet aspect-là pour notamment éviter la crevaison en course, mais dans toute sortie. Et c'est vrai que moi, c'est d'où le fait aussi, je pense, que je crève très rarement. Il n'y a pas le côté facteur chance, c'est aussi le facteur où tu vas essayer de prendre tes précautions, de ne pas gonfler trop tes pneus pour éviter dès qu'il y a un impact, boum, ça perce et tu te retrouves à changer de chambre à air ou de pneus. T'es à combien toi, mon gars? Là, je dois être à 6 bars et demi, 6 bars. Donc, après, au fur et à mesure que tu roules, ça diminue. Là, j'ai pas gonflé depuis qu'on est parti de chez moi. Il était à 6 bars et demi, 7. Donc là, on doit être à, je pense, 6 bars avec le nombre de bornes qu'on a fait. Mais après, on va essayer de les regonfler un peu plus dans les montées parce qu'on en aura un peu plus besoin. Mais c'est vrai que sur le plat, notamment, ça sert à rien de gonfler davantage pour éviter justement la crevaison. C'est plus préférable d'éviter la crevaison et de perdre 20 minutes à changer sa roue et d'aller un peu moins vite que d'aller à 7 bars et demi ou quoi pour aller rouler plus vite. Mais si tu crèves, tu vas perdre 20-30 minutes sur ton vélo et après il faut les rattraper avec la force de ses jambes, quoi. Donc c'est autre chose. J'arrive sur une course professionnelle comme par hasard. Puis quand j'arrive, le passage des coureurs, ils étaient juste là. La course du Poitou-Charentes, c'était. Ah oui, ça c'était une dinguerie. C'est un appel aux cyclistes, ça, carrément. J'ai pas osé les doubler, ça aurait été écœurant pour eux. Non, en vrai. En tout cas, il y avait de l'élimination par l'arrière, j'ai pu voir un bout de course du coup et j'étais même pas au courant et comme par hasard on tombe dessus. Une course professionnelle et tout. Comme quoi le hasard des fois. Et là en vrai ça roule assez bien même si la route elle pue la merde. Le développement il est pourri mais.
après on voit pas trop de cyclistes en Poitou. Moi je dis pour tous les Charentais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Faites un peu plus de vélo hein, parce qu'on voit pas de cyclistes en Poitou-Charentes, c'est un truc de fou. Tiens, à part sur les courses. Mais c'est pas des Poitou, non. On est au château Augrello, c'est un vignoble familial qui a été créé depuis 1922, qui a été repris par son petit-fils, qui ont 120 hectares comme nous a expliqué le monsieur. Il y en a 60 ici, 30 un peu plus bas et 20 en Charente pour avoir plusieurs gammes de vins. On va vous montrer un peu par la suite. Même avec des dégustations, comment ils sont produits, la mise en bouteille, etc. avec le monsieur. Sur les 120 hectares, on produit l'équivalent d'à peu près de 800 000 bouteilles. D'accord, par an. Ouais, à peu près, suivant les millésimes, on produit plus ou moins. Et donc là, ici, c'est une première zone de stockage. Donc nous en fait on est donc les 800 000 bouteilles, on les produit et on vend quasiment tout en bouteille. D'accord. Donc on est quasiment autonome, enfin on essaie de tout faire nous-mêmes. La production, donc tous les raisins que l'on produit sont vinifiés ici. Sur 3 sites. On a le gros site qui représente 70% de la production ici. Et après on a 2 petits sites à 2 km d'ici en fait. Ouais. On est autonome donc en termes pour vendanger, on a notre machine, et pour conditionner le vin, donc pour faire la mise en bouteille. C'est pour ça qu'on a à peu près 24 cuvées. Donc du coup, on a souhaité d'être assez autonome parce que en fait, on fait des mises en bouteille en fonction des demandes et du stock que l'on a. Trop bien. Donc voilà, en ce moment, on fait un peu de place pour les vendanges. Dans 15 jours, on devra attaquer les créments. Et après, on enchaîne sur les blancs. Et après, en fait, pendant 6-7 semaines, on ne veut plus la tête du bidon. On fait notre vélo à nous, mais... non, mais bien sûr, c'est magnifique. Du coup, vous avez toute la gamme, du rouge au blanc. Rouge, blanc, rosé, on va dire effervescent, on fait du crément. Et on fait aussi des pétillants, parce qu'on fait, on fait un pet nat aussi. Par gaz naturel, ça se naturel, ouais. Je vous expliquerai après. C'est un pétillant. Donc on fait ça, on fait aussi un vin orange, on fait un vin de macération. Voilà. Et donc on fait un peu de tout, tous les profils. On fait pas de vin, on fait pas de vin sucré, on fait que des vins secs. D'accord. Et puis sur des terroirs complètement différents, des profils complètement différents. Ouais. Puis c'est une année un peu compliquée parce que c'est une année très pluvieuse. Ouais. Donc la pluie s'est arrêtée, on va dire début mi-juillet. Donc un peu compliqué au niveau de la culture. C'est plus une année à feuilles qu'une année à fruits. Mais on arrive à s'en sortir quand même. Vous avez eu de la chance parce que nous, jusqu'à mi-août, on a eu de la pluie en Bretagne. Ouais. Je vous dis, nous, on va même si on va être presque à la veille de l'ouverture des JO, on a eu de la flotte quand même. Mais on a eu une grosse, on n'avait jamais vu ça, la quantité d'eau qu'on a eue. Ce qui veut dire que du coup les sols sont humides, humidité dit maladie, champignons. Bien sûr. Donc du coup il faut faire attention pour les traitements et tout ça. Mais bon, pour le moment ça ne sort pas trop mal. Alors on n'est pas une structure on va dire à 100% en agriculture biologique. On est en train de devenir, on est sur les 120 hectares, on a à peu près on a l'équivalent de 80 hectares. En bio, dont 60 qui sont certifiés. Et après le reste, on y vient petit à petit. On ne peut pas tout passer d'un seul coup. Non, bien sûr, c'est évident. Il y a un risque économique qui est important parce que sur une année comme cette année, la perte elle peut être très très significative en quantité. Par contre, en coût, c'est un coût quand même qui est relativement beaucoup plus onéreux. Et il
il faut trouver les marchés pour pouvoir aussi valoriser encore mieux sa bouteille. Sauf que bon, aujourd'hui, je ne vous cache pas que la vente est compliquée. La vente est très compliquée Non, c'est pour tout le monde. bien Pas sûr. que pour nous, on arrive un peu à sortir parce qu'on a une diversité de vins, mais c'est pas facile. À Bordeaux, aujourd'hui, c'est pas des vins. C'est pas des vins qui font rêver le consommateur, mis à part les 1% Oui, ou bien 2% sûr, bien sûr. de grands noms qui font que Bordeaux, c'est à l'image des grands châteaux et tout. Bon, nous, on n'est pas du tout dans ce profil-là. Donc, pour le coup, non, on est plutôt dans la vague où Bordeaux fait pas rêver. Ça fait vieux genre, quand on dit Bordeaux, ça fait des vins un peu durs, qu'il faut laisser vieillir, astringents, puissants. C'est la réputation un peu du. C'est un peu l'image, ouais, fait c'est un que- peu l'image qui fait. Alors que, vous verrez, nous, on n'est pas du tout dans cette. Non, cet c'est pas esprit-là. des vins de garde. Vous avez des vins de garde ou... On a des vins de garde, mais après on a des vins à rotation aussi rapide, quoi. Ok. On fait les deux. Puis bon, aujourd'hui, faire des vins de garde pour les gens, mis à part mariage, Bien sûr. naissance, Bien sûr. Ouais, maintenant, ils font plus. Puis encore, presque, quand on leur dit qu'ils peuvent garder 15 ans. Ouais, en fait, tous les vins peuvent se garder aujourd'hui. C'est juste une question de buvabilité et d'appréciation du vin, en fait. Parce que même des cuvées que vous pouvez garder 20 ans, à 10 ans, elles sont vraiment très très bonnes. Si vous les goûtez à 20 ans, peut-être vous les aimerez moins, parce que il y a Ça dépend plus... comment on a conservé la bouteille. Bien sûr, bien sûr. comment vous appréciez le vin aussi, quoi. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que... Alors, nous, on essaie un petit peu de dépoussiérer ça, de faire des cuvées, des cépages aussi qui sont pas forcément du secteur, de la Syrah, du Chardonnay, du Malbec. Ouais, j'ai vu aussi avec vos étiquettes, vous essayez de changer un peu Ouais. le style des étiquettes et tout, donc c'est Mais, cool. ouais, parce que bon, on essaie de toucher un peu toutes les générations. Et puis bon, on part du principe que quelque chose de bien habillé donne toujours envie C'est évident, de c'est le prendre dans les mains, quoi. Donc C'est du coup, ça c'est déjà, aujourd'hui c'est très important. Et sur la clientèle, justement, est-ce que vous pouvez savoir un peu. Est-ce que vous vendez plus aux vieux ou peut-être un peu plus aux jeunes? Est-ce que c'est le vin, c'est une boisson que les jeunes consomment en fait? Parce que moi je sais que je suis pas trop je suis pas trop alcool en tant que cycliste, mais je veux dire, dans mes amis, ouais, c'est vrai que je les entends rarement parler de vin, mais je sais que de temps en temps tu vas Même leur chez les donner- Bretons. Ouais, même Après, si tu leur donnes une bouteille de vin, sûrement qu'ils vont prendre quand même, mais je veux dire, c'est pas forcément leur boisson à laquelle ils vont penser pendant manger ou quoi, ça va plus être la bière ou ce genre de choses, donc je sais pas si. De toute façon, on s'est rendu Ça dépend, compte ça que dépend du vin, Ouais, ça dépend, puis après on est une génération, nous on la qualifie de la génération frigo, c'est-à-dire qu'en fait quand on veut boire quelque chose, on va au frigo, on veut quelque chose de frais. Boire du vin, notamment des vins rouges, ils sont rarement mis au frais. clairement. Donc, c'est donc vrai. déjà cette partie-là, elle pénalise beaucoup tous ceux qui produisent du vin rouge. Bien sûr. Ou alors faire un vin rouge qui peut aller au frigo. Ouais, c'est ça, mais bon. Donc c'est faisable. C'est Enfin, nous faisable, on bien en sûr. fait un, du coup on a adapté aussi par rapport à ça. Ouais, c'est On ça. sait s'adapter, il faut toujours, adapter la vinification. Bien sûr. Le type de consommateur, aujourd'hui, les jeunes, on arrive, quand on fait des salons, on interpelle par les étiquettes. Voilà. Les étiquettes interpellent, et puis après c'est le bouche à oreille. C'est beaucoup comme ça, où du coup ils arrivent à se faire des petits groupes, et puis d'année sur l'autre, ils reviennent, et on arrive à fédérer les gens comme ça. Après, la clientèle, on va dire, les parents ou grands-parents qui prennent leurs 6 cartons habituellement et tout ça, bon, bah, les vouer un petit peu à diminuer puis à C'est disparaître aussi. Du coup, bon, bah, Ouais, il faut on s'adapter. perd en volumétrie, on perd pas forcément un chiffre d'affaires parce que du coup on a une clientèle qui veut boire bon, bien bon, Et du et coup, veut se faire peut-être plaisir. plus Et cher. du coup ils sont à même de vouloir payer un peu plus cher Ouais. que peut-être la génération de nos grands-parents, mais eux c'est un peu plus compliqué quand on Mm. fait des augmentations parce qu'à un moment donné, nous le prix n'est pas compressible. Hein. Bien sûr, c'est ça. Le verre, quand il prend entre 10 et 15% d'augmentation, ben, nous c'est compliqué d'arriver quand même à l'amortir. Donc cette génération-là, ils ont un peu de mal. Donc du coup, c'est un peu un mélange des deux. Donc bon, il y en a une qui est en train de disparaître, donc du coup il faut récupérer l'autre. C'est ça. Et essayer de leur plaire. toujours, ouais. Donc, Faut évoluer aussi un peu avec voilà. la société. Donc il faut adapter, il faut un peu adapter, mais voilà, Bordeaux fait moins rêver, donc du coup ben, on prend notre vague vers l'export, et donc automatiquement on essaye.
Et vous pensez c'est quelle région qui fait rêver? En vin, En vin. je sais pas. Quelle région qui fait rêver? Alors aujourd'hui, ici, enfin, qui fait rêver, si, il y a une région qui n'a pas de souci. Il y a la Bourgogne. La Bourgogne aujourd'hui, c'est une région qui n'a pas de souci. La Champagne arrive en second. Et il y a encore que, suivant les récoltes, parfois ils peuvent produire un peu plus. Aujourd'hui, la Bourgogne est devant tout le monde. La Bourgogne, en fait, c'est petit. Hein. Le vignoble bordelais, c'est le plus gros vignoble en AOP du monde. Donc c'est 120 000 hectares de vignes. Donc il y a 20 000 hectares de trop, on le sait. Mais même avec 100 000 hectares de vignes, c'est la plus grosse appellation quand même. Donc du coup, c'est pas la même machine que sur la Bourgogne. Et c'est ce qui fait leur force au Bourguignon. C'est qu'en fait, eux, ils ne peuvent pas plus s'agrandir, et puis ils veulent pas. Parce que s'ils viennent à s'agrandir, du coup, ça veut dire plus d'offres, donc du coup, plus de compétition. C'est ça, c'est bien sûr. Donc c'est un choix qui est respectable et qui est vraiment là. Sauf que, non, je pense pas à cette région. Après, les autres régions sont. Languedoc a beaucoup évolué, a bien progressé et tout. Mais ils prennent maintenant aussi un peu comme nous, un peu la baisse de la consommation. La vallée du Rhône aussi, ils ont beaucoup très bien tourné tout, mais c'est en train un peu de s'essouffler. Alors moi c'est un peu ce que j'entends avec les autres vignerons avec qui on échange. La Loire s'en sort pas si mal que ça, parce que la Loire fait des vins à bord frais, quoi. Donc, du coup ça tourne bien pour ça aussi. Renouvelé sur les muscadets. Voilà. L'Auvergne commence un petit peu aussi à sortir un petit peu la tête de l'eau aussi, donc il y a des choses nouvelles. Donc non, mais après il y a de plus en plus de vin. Hein. Ça c'est sûr. C'est ça, c'est l'évolution tout le temps. Ça c'est sûr. Et même il y a plein de pays qui se redéveloppent davantage. L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, ils font beaucoup ils s'attaquent de plus en plus au vin. Nous, notre premier ami, ce sont les Italiens, mais notre premier ennemi, c'est sur les Italiens. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. On les mène dans la même pour travailler ensemble, mais c'est vrai qu'à l'export, c'est notre premier concurrent. Parce que aujourd'hui, la France est un micro-pays, mais rayonne par le biais de sa gastronomie et d'autres choses aussi. Mais on a la chance de faire rêver les gens par le biais de notre gastronomie, quoi. Alors qu'on est peanuts. Et les Italiens, c'est pareil. Donc on est deux pays à nous deux, enfin à dire à nous deux, quand tu as quelque chose un hôtel de luxe ou un restaurant prestigieux qui va se monter quelque part dans le monde, automatiquement il y aura du vin français ou il y aura du vin italien. C'est vrai. C'est indéniable. Ou il y aura du champagne. Bien sûr. C'est obligé. Bien sûr. Alors que bon, ça reste tout petit, quoi. Les deux, parce que vous allez voir au niveau du vin blanc, donc comment on fait. Vous savez comment on fait du vin ou pas du tout? C'est déjà vu parce que c'est pas forcément tout le monde qui Ouais. Non, donc pour les vins blancs, on ramasse les raisins, on presse les raisins. Et après, voilà, et donc le jus que l'on a, on va pouvoir le faire fermenter pour pouvoir transformer le sucre en alcool. Donc c'est-à-dire que tout le sucre du raisin va se transformer en alcool. Du coup, à la fin, dès que ça sera terminé, ça sera du vin. Le vin rouge, lui, la différence, c'est que le raisin, on le ramasse, on le met en cuve et on laisse macérer le jus avec les raisins. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vin rouge, lui, il a besoin d'avoir des tanins. Les tanins sont dans la peau, dans les pépins. Donc, du coup, en laissant macérer, ça va extraire des arômes, des tanins, de la structure pour le futur vin. En fait. Parce qu'il faut savoir qu'on peut faire du vin blanc avec des raisins rouges. On ne peut pas faire du vin rouge avec des raisins blancs. D'accord? Je ne savais pas l'inverse, c'était possible. On peut faire du blanc, mais si, parce que les champenois, ils font du champagne blanc avec du pinot noir, du raisin noir. Ah oui. C'est qu'à partir du moment où tu le prends, tu le presses, ton raisin rouge, que tu ne laisses pas en contact avec la peau, c'est le jus blanc en fait. Ah bah oui. Parce que quand on est gamin, souvent on s'amuse à décortiquer les raisins. Et la pulpe elle est blanche en fait. Tout ce qui est colorant en fait, il est dans la peau. Voilà. Ça, on va dire que c'est les deux grosses différences entre les deux. Et on peut faire, c'est pour ça qu'on dit du blanc de noir en Champagne. Les Champagne ils produisent parfois du blanc de blanc, c'est que du chardonnay. Le blanc de noir, c'est-à-dire que c'est fait avec des raisins noirs. Ok.
faut partir du principe. Nous, nos cuvées, chaque année, on va dire, on peut changer un petit peu le mode de vieillissement parce qu'en fonction du millésime, le vieillissement en amphore sera un peu plus important que le vieillissement en barrique, et ainsi de suite. Après, c'est ce qu'on appelle les assemblages. C'est-à-dire qu'en fait, on a une qualité de vin que les gens connaissent. Nous, le but, c'est d'arriver à maintenir cette qualité-là. Pas que d'une année sur l'autre, en fait, il y a un gros écart. Ce qui est important, c'est pour que les gens soient fidèles, il faut qu'ils soient rassurés sur une qualité qu'ils vont retrouver d'une année sur l'autre. Donc ça, on va dire, c'est les étapes les plus dures. Clairement, ça dépend du coup du temps, etc. C'est la nature qui déjà donne le tempo pour le millésime, et puis après le travail qui sera fait donc au boucher avec Nicolas. C'est un ensemble de tout, quoi. En fait, faire du vin, c'est un puzzle. Donc, au fur et à mesure, on essaie d'implémenter le plus possible. Et donc, c'est vrai qu'il y a des millésimes qui sont extraordinaires. Après, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, il y en a où on a gelé, il y en a où on a grillé. Donc, on essaie de pallier, de gommer le maximum d'imperfections pour que ça se voit pas. Et on dit toujours que dans les mauvais millésimes, c'est quand on retrouve les bons mignons. Donc c'est souvent le cas. Donc c'est les parties on va dire, les plus éclatantes, mais aussi les plus passionnantes aussi, parce qu'au final, quand les gens nous disent en fait on ne voit pas la différence, c'est pas bien. C'est clair. On revient parce que ça nous a plu. C'est clair. Pour nous, il n'y a rien de plus gratifiant. Rien à voir déjà à l'odeur. Donc la base est la même, c'est très très fruits rouges. Par contre la bouche est un peu plus courte. Ouais, c'est vrai, on sent sur que le c'est produit. différent. Ouais, c'est moins minérale que l'autre. La terre sur le même système solaire. Et en faisant ça, le vin tourne automatiquement. Et en tournant, en fait, ça met en suspension un petit peu ce qu'on appelle la Le vide, dépôt. donc le dépôt directement. Et avec ce type de cube-là, en fait, ça accentue encore plus parce que du coup, quand le vin commence à se mettre en mouvement, il vient interférer avec les angles de la cuve et du coup, ça change sans arrêt. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a encore plus de tourbillon. Alors ça, je le fais de façon un peu plus accélérée, c'est assez lent, mais du coup, on voit une certaine différence entre la cuve comme ça. C'est l'autre. Parce que c'est vrai que là, après, malgré ça, ça reste. J'ai fait une préparation physique parce que je pense pas que tout le monde soit capable de faire déjà plus de 500 km ou quoi en 3 jours. Non, c'est sûr que non. Mais là, ouais, c'est vrai que déjà, moi, je suis un peu surpris, tu vois, d'être déjà encore assez frais, entre guillemets, pas trop pour le moment de galère, j'ai même pas mal aux jambes, donc ça, c'est pour dire. Mais j'ai hâte d'arriver dans les moments où le mental devra prendre le pas sur le côté physique, justement. Et oui, je pense qu'ils verront, quand on verra ma tête bien épuisée, là, on va se dire, ah ok, là il a été loin là, dans son effort, là il a fait en sorte que le mental prenne le dessus sur l'effort physique. Comme tout sportif, le mental est important aussi. C'est ça, et tout humain. Bien sûr, exactement. c'est Dans évident. tous les... Même pour aussi montrer, je trouve qu'on n'est pas, les Français, on n'est pas réputés pour avoir un peu la joie de vivre, être positif, c'est un peu... Non, malgré notre pays, non. C'est ça. Ouais, je dis, c'est sûr. Et donc là, j'aimerais bien peut-être déclencher des petites choses chez les gens, ou même être une source d'inspiration pour les jeunes, tout ce genre de choses. Peut-être que, comme on dit, c'est en faisant qu'on montre aux gens les choses, parce qu'il y en a tellement qui parlent mais qui font pas ou qui agissent pas. Alors que là, si on parle et derrière on agit, on est plus légitime et crédible pour en parler justement. Donc, il prend le pas sur tellement tout que est-ce que c'est l'essentiel en fin de compte, je suis pas sûr. Donc, parce que quand tu vois les dégradations sur l'environnement, l'humain après, avec les JO, c'est vrai que les JO, on a vu quand même l'effet positif du sport qu'il peut avoir sur la solidarité entre les gens, même des différents pays, parce que c'était pas que entre les Français. Ouais.
Mais le problème, c'est qu'on oublie vite en fait. On sait que les JO ils sont passés, et puis derrière, t'as machin qui roule, t'as un papy qui roule à 50 sur la route et ça va klaxonner, ça va gueuler, alors que on est tout le temps poussé à être efficace en fait. Tout le temps faut aller vite tout le temps, toujours plus vite. Alors que je pense que ouais, c'est pas forcément ça la vie, c'est prendre le temps aussi de profiter de ce qui nous entoure et tout ce qu'il y a à voyager en fait. Merci de m'être arrêté. Bah, avec grand plaisir et merci pour toutes ces leçons. Voilà, avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir partagé. Et de voir des actions comme ça fait c'est bien. Il faut avoir des projets, des défis dans la vie. Ouais, c'est ça. Il faut toujours en avoir, sinon on n'avance pas en fait, on recule. C'est vrai. C'est jamais possible. C'est ça. Les animaux, ils aiment pas reculer. Moi je dis, c'est quoi mon expression? Je dis le temps est une bonne preuve qu'il faut avancer. Quelque sorte. Donc, parce que le temps il s'arrête jamais, et donc à nous de s'adapter au temps et d'avancer avec lui. Exactement. Bon, Merci sur pour ce, tout. Bon courage. ouais, merci beaucoup. Félicitations encore pour votre Merci. De rien. Et puis projet. À bientôt. bon courage pour la suite. Du coup, je suis bien arrivé chez un collègue à moi qui a eu la sympathie de nous accueillir et de nous loger pour une nuit. On a eu quelques petites complications sur l'itinéraire, etc. On a eu beaucoup de mal à trouver l'adresse. Et à la fin, il commençait un peu à pleuvoir et on a eu du vent de face quasiment toute la journée. Donc là, pour le coup, c'était pas très fun pour les points de vue vitesse. En tout cas, ça nous a beaucoup ralenti. C'est pour ça qu'on est arrivé aussi assez tard. Et en même temps, on s'est arrêté un peu plus tôt auprès d'un viticulteur, etc. Donc ça a fait qu'on a aussi pris un peu de retard là-dessus. Mais on a appris pas mal de choses, c'était très cool. Et là, ouais, grosse journée encore demain, donc on va pas aller dormir trop tard et aller bien se reposer en ayant bien mangé beaucoup de pâtes ce soir avec du cordon bleu. Du coup, on est bien requinqué pour repartir sur une grosse journée demain et arriver à Bayonne. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit en vous retrouvant demain pour une autre grosse étape.